Tiers livre, atelier d'écriture, on est toujours dans ce cycle d'exercices qui sont indispensables. C'est-à-dire je maintiens dans ce cycle une ligne de partage où évidemment ce sont des choses qu'on a à faire, quel que soit le public avec lequel on travaille, scolaire ou pas scolaire, et inversement, il n'y a pas d'inverse, puisque justement c'est le court-circuit entre les deux qui fonde le pacte qu'est l'atelier d'écriture. On ne propose pas un exercice, un cahier de vacances, on travaille sur ce qu'on a à travailler pour soi dans sa propre écriture. Et justement, c'est bien de ça qu'il s'agit aussi, ligne de travail pour la continuité de son propre rapport à l'écriture. Et le paradoxe ou la difficulté de ce genre de... qu'est-ce que c'est un atelier d'écriture? C'est l'animateur, ou en tout cas une des personnes qui s'autorise à en faire une injonction. Et la difficulté du travail personnel de l'écriture, c'est se placer soi-même en permanence dans ce rapport à l'injonction qui peut être arbitraire, artificiel, ou bien à moins que ce soit comme mes amis de l'Oulipo, décider de travailler dans un espace de contrainte. Là, c'est pas cette question de se placer dans une intention ou une contrainte qui va permettre d'avancer dans son projet. C'est toujours une relation, là encore, paradoxale, ambiguë. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en atelier d'écriture? Là où il s'agit de cycle personnel, c'est se mettre en état d'avancer sur un point de la grammaire de la narration, sur un des paramètres permanents de la narration, tout en sachant que l'exercice libre de l'écriture, il s'en renforcera, mais il ne participera pas directement de cette collection de textes qu'on a accumulés dans les situations d'exercice. Tout ça pour en arriver à quoi? La question du rêve. Comment travailler avec le rêve? Et bon, premier point de départ, pourquoi je prends toutes ces précautions oratoires? Bien évidemment, quelle que soit la discipline artistique, l'écriture en étant une, évidemment, c'est cette question du mental, de cette autonomie du mental, de cette autonomie de la profération du langage pour ce qui nous concerne. Et ce travail-là, c'est-à-dire le cerveau dans son autonomie, le mental, pas le cerveau dans son autonomie, évidemment, lui, c'est quelque chose de continu, et simplement, dans le rêve, eh ben, cette continuité se fait hors de notre contrôle. Et c'est ça l'ambivalence ou le paradoxe. Qu'on soit vers l'atelier qu'on propose en classe ou notre dispositif, ou qu'on soit dans notre travail personnel. Si je devais résumer l'ambivalence de cet exercice d'aujourd'hui, c'est que d'une part, le rêve se travaille en tant que tel, sans rien lui demander pour l'écriture. D'autre part, l'écriture ne procède pas du rêve, mais comme en peinture ou n'importe quelle autre discipline artistique, le film, tout pareil, le savoir du rêve inscrit un espace personnel, radical, singulier, qui touche à la voix, qui touche aux couleurs, qui touche au rythme. Et il y a cette continuité directe entre le rêve et ce qui sourd vers vous de l'écriture, mais hors de vous, qu'on doit ouvrir, mettre en travail. C'est pas la même chose que le travail du rêve, c'est le travail de l'écriture, mais eux deux, eh bien, ils s'entendent parfaitement contre nous ou malgré nous. Ouvrons un autre paradoxe tout de suite. Est-ce que c'est intéressant l'écriture des rêves? Non. J'allais dire c'est chiant comme la pluie, même les meilleurs. Et pourtant ça manque pas, la littérature de rêve. Je me rappelle que dans les temps du CD-ROM, on n'est plus beaucoup à s'en souvenir des CD-ROM. Un des premiers CD-ROM à avoir été mis à disposition par je ne sais plus quelle fac américaine, c'était une collection de textes de rêves de la littérature grecque.
Ça veut dire que dans cette époque-là, le rêve évidemment ayant valeur de prédiction, d'injonction, de décision, eh bien, on l'archivait, on le collectionnait. Dans l'ensemble des temps de notre littérature, le rêve est toujours présent. Prenez le tiers-livre de Rabelais, précisément. Vous savez, ce moment où de l'interprétation des rêves, comment on doit apprendre soi-même à rêver. Et puis, prenez Swedenborg, ses conversations avec les anges. Il y a un livre entier de rêves de Swedenborg. Si on va dans le contemporain, eh bien, par exemple, Georges Perec, pendant 1 an, a noté ses rêves. Ça s'appelle La boutique obscure. Il y en a 400. Et tout à l'heure, j'étais très vexé parce que je la cherchais là, dans le rayon de mes Perec. Et fait partie de ces bouquins, vous les emmenez en stage et tout ça. Et toujours, ça disparaît, on les rachète. Ça n'a aucune importance. Mais bon, je ne l'ai plus à vous montrer. Mais ce qui m'interrogeait plus, c'est que de quoi je me souviens de La boutique obscure de Perec? Ben, je me souviens de rien. Pas intéressant, le récit de rêve. Ça peut l'être quand on organise volontairement, de façon décidée, la narration du rêve, comme un espace fictif. Et ça, il y en a partout. Partout. Non, il y a une autre vidéo dans ces collections-là, à partir d'Antonio Tabucchi, qui réinvente des rêves d'écrivains. Il réinvente des rêves pour Rimbaud, pour Dante, je ne sais plus. Là, c'est autre chose. Il y a ça qu'il utilise magnifiquement. Antoine Volodine, Songe de Mevlido. C'est-à-dire raconter la réalité, rêver. Et évidemment, bon, là, on retrouve aussi toute cette culture chamanique. Et Volodine le fait évidemment sérieusement. Alors nous, on ne va pas se perdre. On va rester sur des zones plus classiques, plus limitées. Par exemple, dans le journal de Kafka, eh bien oui, régulièrement, il y a des rêves. Est-ce que ces rêves se traduisent ou vont directement fabriquer de la fiction? Quasiment jamais. Mais par exemple, vous avez ce rêve où il est sur un canapé et il y a toujours cette sieste à le moment où il revient de sa compagnie d'assurance et avant son propre temps libre, une espèce de ce que les informaticiens appellent la power nap. C'est-à-dire la sieste positive, la sieste de récup, mais qui renvoie dans l'énergie. C'est ça qui pratique Kafka. Un rêve comme ça, où dans la crispation d'être allongé sur son canapé de travers, le bras s'ankylose et le rêve devient une patte de chien. Et ben, évidemment, 2 semaines, 3 semaines après, on a la métamorphose. Tu te réveilles ankylosé et c'est devenu des pattes d'insectes. Donc c'est une relation qui est évidemment complexe. Et nous, en gros, l'atelier, c'est mettre en place le contexte qui va permettre cette articulation. C'est pas d'aller chercher le rêve, c'est pas que l'écriture procède du récit de rêve, c'est l'articulation. Ça aussi, par exemple, dans Baudelaire. Ce qui est curieux, c'est que, vous savez, dans les poèmes en prose, j'en ai souvent parlé, il y a cette image de rêve qui est développée dans Oneirocrisie, mais comme il titre Oneirocrisie, une rubrique de ses brouillons qu'il n'a pas achevé, dans lesquels il y a un texte, Symptômes de ruine, qui part d'une image onirique, mais qu'il développe, mais tout en la développant, maintient à la fin, je vois de si terribles choses en rêve que je voudrais parfois ne pas dormir, etc. Donc on a cette présence d'un texte en prose, mais que Baudelaire n'a pas été jusqu'à publier, qui part d'un souvenir de rêve. Par contre, ce qui est étrange, c'est que dans la correspondance, il y a des grands rêves. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas ses rêves pour lui, ou alors peut-être, mais ils ne nous sont pas parvenus. Gardons toujours une précaution. Mais il y a ce truc de dire que j'ai ce rapport trouble au souvenir d'un rêve qui me pousse à l'écrire, eh bien, je l'envoie. Je l'envoie, et il y a plusieurs destinataires, c'est ça qui est curieux, c'est pas toujours à la même personne qui l'envoie. Et un des plus beaux rêves, ou des plus longs rêves, ou des plus complexes rêves de Baudelaire, il fait 5 ou 6 pages, et évidemment c'est une narration folle, bon on va y revenir tout à l'heure peut-être, mais qu'est-ce qui est compliqué dans le rêve? C'est-à-dire qu'on s'accroche sur une image
qui vous permet la jonction, et on réécrit à partir de cette image. Si on réécrit à partir de cette image, est-ce qu'on est sûr qu'on écrit le rêve, ou est-ce que le rêve ne se protège pas en vous faisant écrire autre chose? Et puis cette image, dans la compression du rêve, dans le temps infiniment bref du rêve, il y avait des choses avant, il y a des choses après, vous tenez, vous entrez dans l'écriture du rêve par ce petit point du souvenir, eh bien l'écriture va devoir se développer à la fois dans ce qu'il y avait avant et dans ce qu'il y avait après. C'est très jouissif. Je vous invite à l'une des choses qu'on va pratiquer dans cet exercice. Mais pour Baudelaire, donc ce qui est fascinant, c'est que là, Michel Butor prend ces 4-5 pages du rêve de Baudelaire et il le recopie, je crois, au tout début. Mon cher ami, un rêve du 13 mars 1856. Et effectivement, il y en a 4 pages. Et puis lui fait 120 pages de commentaires, d'associations, de jonctions. C'est vraiment... bon, Michel Butor, des gens comme moi, on a une grande vénération, amitié fraternelle pour ce qu'on lui a appris, ce qu'il a donné. Mais histoire extraordinaire, essai sur un rêve de Baudelaire, quelle porte d'entrée. Alors on rentre dans le vif du sujet, et c'est pour ça que j'ai parlé de cette question d'ambivalence. Alors je me répète, la question du récit de rêve n'a pas... elle est pas stérile, mais en partie. Le paradoxe s'énonce ainsi. On a à travailler le rêve, et c'est parce qu'on a travaillé le rêve qu'on va donner à notre écriture une meilleure affinité avec ce qu'elle porte intérieurement de démons, mais de couleurs aussi. Alors comment je m'y prends? Et avant d'arriver à ce texte d'Henri Michaud, Le rideau des rêves et un exercice, j'aime bien porter en cours ce gros bouquin qui est Sigmund Freud, œuvre complète, psychanalyse 4, 1899-1900, l'interprétation du rêve. Et en général, ça leur fout une trouille terrible, parce que bon, on a la chance aussi souvent d'être les premiers à parler de Freud de façon un peu sérieuse, ou alors il y a quelques souvenirs de philo de terminale quand on a de la chance. Je parle de mes aventures en école d'art, mais les étudiants, la Traumdeutung, moi c'est pas à 20 ans que je l'ai eu, c'est bien plus tard. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Freud, c'est justement on peut c'est pas on va t'extorquer avec une théorie des rêves, des aveux que tu ne te ferais même pas à toi-même. Laissons aux psychanalystes le champ de leur travail. C'est que c'est un livre, que c'est un essai, et qu'il a une construction. C'est-à-dire que le premier tiers, en gros ça, pour aller vérifier, Freud simplement procède à une analyse historique de comment on a pensé le rêve, comment on a écrit sur le rêve, comment on a déchiffré les enjeux de l'univers du rêve. Alors évidemment, en 1900, c'est-à-dire... depuis, il y a eu d'autres, c'est-à-dire comment même dans notre culture, on commence à s'approprier ou à simplement entrevoir par un tout petit opercule qu'est-ce qui se passe dans d'autres cultures pour lesquelles le rêve, culture sibérienne par exemple, Charles Stepanov, Voyage dans un monde invisible, si vous avez curiosité d'aller voir ça, comment des sociétés basées sur le rêve se sont structurées et ont organisé en elles-mêmes l'espace de la pratique du rêve. Ça, c'est pas Freud. On reste dans notre civilisation occidentale de l'écrit. N'empêche que, tout simplement, penser que ce qui nous paraît à nous évident aujourd'hui dans le rapport au rêve, parce que manifeste du surréalisme, etc., c'est rentré dans, je dirais, il y a un inconscient collectif du savoir littéraire. Eh bien, ça s'est pas fait tout seul. Il a fallu un sacré temps, comme la brève histoire du temps de Stephen Hawking, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en gros le deuxième tiers du livre. Je laisse après la suite, c'est plus mon domaine. C'est que simplement, Freud
établit un inventaire des archétypes du rêve. Et ça, c'est ce qui va nous mener à ce rideau des rêves d'Henri Michaud. Et là, en général, je prends le temps. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas inventer la poudre. C'est des choses qui font partie du bagage ordinaire. Tout individu qui réfléchit ou qui lit un petit peu, je ne suis pas un spécialiste du tout, mais ces archétypes, on peut au minimum les trier. Par contre, où ça revient ensuite dans notre espace de littérature ou d'atelier d'écriture, eh bien, c'est qu'on est celui qui les raconte. Donc on entre dans un espace de fable, et ça, moi, si l'exposé ou ce temps préalable de l'atelier d'écriture, si vous avez droit à 10-12 minutes parce que c'est en prison et que c'est dur, ou si vous avez droit à 40-50 minutes parce que c'est un atelier de 3 heures dans votre truc d'école d'art, évidemment, vous gérez votre espace. Mais la démarche de fable, de prise de parole, elle est la même. C'est un autre truc à interroger, ça. Mais laissons. Les rêves de vol. Alors évidemment, il y a des choses, des contractions dans le sommeil, de muscles antagonistes qui ne sont plus contrôlés par l'équilibre. On est dans cet état de semi-conscience, on a l'impression de voler, et puis tout d'un coup, vous dites « Ah, c'est pas normal que je vole », et boum, il y a ce truc de chute qui arrive. Et là, tout de suite, c'est-à-dire vous avez affaire à des individus, en général, en atelier, qui vous disent « Je ne me souviens pas de mes rêves ». Eh bien, il suffit qu'on raconte l'archétype du rêve de vol, ça y est, on se rappelle effectivement, oh, comme c'est beau d'apprendre à maîtriser son vol dans le rêve. Mais là, vous pouvez introduire des questions. Alors, tes rêves de vol, c'est dans des espaces intérieurs ou des espaces extérieurs? C'est des espaces linéaires où tu vas très vite, ou c'est des espaces où tu tournes avec du profond au milieu? Et tout d'un coup, ça va devenir quelque chose d'autre. Alors, dans les archétypes de Freud, il y a plein d'autres questions. Pourquoi les rêves de chute dedans? C'est plutôt l'apanage des filles que des garçons, inversement. Des rêves d'animaux, on en a tous. On va y revenir avec Michaud, qui connaît bien ce truc-là aussi. Alors, c'est quoi les rêves d'animaux? Ben oui, c'est normal. Alors ensuite, les rêves de paralysie, les rêves de fuite ou de poursuite, les rêves de labyrinthe et de portes qu'on ouvre. Bon, là, je vous laisse faire un petit peu. Bon, il suffit de reprendre Freud ou tant d'autres. C'est-à-dire, en général, j'essaye d'avoir au moins, comme ça, de parler d'au moins 5, 6, 8 modes d'archétypes différents du rêve. Surveiller brutalement parce que une main vous a secoué, mais simplement la main, elle vous secoue, etc. Ça oblige à parler aussi tout simplement de la physiologie du sommeil. C'est un petit peu des phases de sommeil, la remémoration dans la première phase de sommeil, ces choses qui sont répétées de ce qui a été la traversée du jour. Si on se pète combien d'enfants on tombe dans la cour, il y a un tout petit évanouissement, eh bien, on ne se rappelle plus du tout de ce qui s'est passé avant. Tout ça, c'est des choses classiques. On ne va pas ici les reprendre. Mais je pense que c'est important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de dire « je vous parle d'archétypes du rêve ». Et vous pourrez aller chercher, vous, vos propres archétypes du rêve. C'est simplement que le temps de la parole, où on impose verticalement dans l'atelier d'écriture, ou le temps que vous passerez, vous, à aller relire un petit peu de la Traumdeutung sur ces archétypes du rêve, c'est un temps, tout simplement, de première méditation, concentration, flottement, et que quand ce flottement est prêt, les conditions de l'écriture seront là. Il y a un deuxième volet. Ça, par contre, pour moi, du point de vue de la méthodologie, c'est important. Et pareil, dans la double ambivalence. C'est-à-dire qu'avec vos étudiants, on va parler de comment le rêve, ça se travaille. Et là, manifeste du surréalisme de Breton. Ok, prenons les bases les plus simples, les plus directes en rapport à l'écriture automatique, etc. Mais savoir que le rêve, ça se travaille, eh bien, ça fait du bien de le dire. C'est-à-dire, tu ne te souviens pas de tes rêves, tu prétends ne pas rêver, eh bien, fais l'effort sur une semaine, le matin, avant même le premier café ou thé. Il y a des gens qui boivent du thé, je sais pas. Moi, c'est du café.
eh bien, se prendre un petit calepin, et puis dans ce calepin, tu vas noter la petite bribe qui te reste d'un rêve. Et même si c'est court, même si c'est rien, et si tu te rappelles de rien, hein, tu te rappelleras quand même d'au moins un tout petit bout de truc. Et puis, là, on fait confiance. C'est-à-dire que fais ça sur une semaine, et va venir un autre rêve. Va venir le rêve où tu es en train de noter le rêve que tu fais. Et puis tu te réveilles au matin, et non, tu n'as rien noté. Le rêve s'est défendu en fabriquant le rêve où très clairement tu notais ce que tu étais en train là de rêver. Alors ça c'est important parce que déjà on brise deux choses. On brise cet écran entre rêve et note sur le rêve, et surtout il y a ce truc tout à fait élémentaire, s'endormir avec une conscience, c'est-à-dire je vais porter attention à mes rêves, tout simplement parce que la journée commencera en le notant. Et évidemment, il y a aussi, du coup, on peut explorer plein de trucs en amont, c'est-à-dire chacun porte 3, 4, 5 rêves qui peut-être viennent de l'enfance, des rêves qu'on a eus dans l'enfance et qui vont rester, qu'on pourra mobiliser, parce qu'il y avait tel lieu, telle sensation, tel escalier, telle maison, telle rue, telle courbe. Et ils sont rares, ces rêves. Mais peut-être que c'est aussi un biais pour entrer dans cet univers. Retrouver ses rêves les plus anciens, ce qui ouvre aussi aux rêves récurrents. Alors évidemment, quand vous en êtes là avec vos étudiants, c'est comme si on décrochait des petits voilages, c'est-à-dire tu prétends que tu ne te souviens pas de tes rêves. Oui, mais si je te dis rêves récurrents, et que chacun a 2 ou 3 rêves récurrents, pas plus, eh bien forcément le savoir, même plus ou moins vague, du rêve, de tel rêve récurrent est là. Qu'est-ce que c'est un rêve récurrent ? Quand tu commences à rêver, tu sais que tu as déjà rêvé ce rêve. D'où la possibilité même de rejoindre un rêve que tu as déjà fait. La possibilité de recommencer un rêve là où tu l'as laissé. Et là, dans le groupe, vous allez toujours voir que ça fait tilt avec celle-ci, telle autre. Si vous avez un groupe de 20, probablement, statistiquement, il y en a une ou un qui se voit dormir dans ses rêves, qui commence ses rêves en se voyant dormir à distance. Moi, c'est pas quelque chose qui m'est naturel dans mes pratiques de rêve, mais statistiquement, et c'est aussi quelque chose de très, très ancien, y compris dans les pratiques chamaniques. On y est presque. Oui, cette première étape, c'est le travail de la notation du rêve. Mais il y a une autre étape directe, c'est le travail qu'on fait dans le rêve. Apprendre à travailler le rêve en tant que tel. Alors là, évidemment, les chemins sont multiples. Les fanas de Castaneda, dont je me revendique aussi, savent bien tout ce qu'on lui doit là-dessus. Même des formules quelquefois toutes simples. Arrêtez le rêve. Tu commences ta nuit en te disant que lorsque le moment sera propice, le rêve, on va l'arrêter. Arrêter le rêve, on est dans cette logique d'avancée illogique, folle, fragile, multiple du rêve. Et dans cet instant-là, je dis, en rêve, dans mon rêve, je me dis, j'arrête le rêve. L'image, je la tiens à distance, je la retiens, immobile. Première étape, c'est pas si difficile. Deuxième étape, dès que vous avez maîtrisé un petit peu cette première, faites-le progressivement. Une fois que j'ai arrêté le rêve, je me tourne à 90 degrés. Et si je me tourne à la perpendiculaire, qu'est-ce qu'il y a ? Puisque le rêve, à la fois, toujours dans cet espace du champ visuel, évidemment, qui s'ouvre, qu'on peut continuer d'élargir, travailler. Le rêve est aussi dans c'est tout simplement cette simultanéité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous... Le temps de la veille, c'est le temps d'horloge chronologiquement linéaire, biologiquement linéaire. Le temps du rêve, le mental,
vibrillonne dans toutes les ce bruit résiduel du cerveau. Le rêve, c'est que, puisque nous ne pouvons l'interpréter que dans la linéarité, nous reconstituons un chemin d'images ou de perception ou d'illusions linéaires à travers un ensemble d'images qui se produisent, ou en tout cas fonctionnent simultanément. Donc c'est déplier cette linéarité, c'est important. Donc cette linéarité, c'est ce qu'on met en travail dès lors que je dis j'ai arrêté le rêve, je me tourne à la perpendiculaire, et là, s'il y a quelque chose à 2 mètres, à 3 mètres, à 4 mètres, j'y vais voir. Il y a une fenêtre, je vais jusqu'à la fenêtre. Il y a quoi derrière? Et là va commencer la surprise. Est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on ne se souvient pas? Le rêve, de toute façon, lui, va se reconstituer. Si vous dites « je suis à la perpendiculaire, j'approche », et on peut se déplacer dans son rêve. J'approche de cette fenêtre et je regarde ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre. Le rêve, évidemment, va produire ce que vous allez voir. Mais l'interrelation avec ce paysage est différente. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça ne fait pas peur? Pas forcément. Il peut y avoir un très grand plaisir à ouvrir ces espaces-là. D'où l'exercice de Castaneda, c'est-à-dire le champ visuel. Dans la journée, on a toujours les mains devant les yeux. On mange, on écrit, on parle, etc. C'est-à-dire que même si on mélange toutes nos mains, on sait reconnaître sa main. Est-ce qu'on voit sa main dans le rêve? Ben non, parce qu'on ne dort pas comme ça, ou en tout cas les mains ne sont pas dans le champ visuel. Donc c'est pas si facile, c'est un exercice difficile, mais on est combien à l'avoir appris grâce à Castaneda, de retrouver ses mains dans son rêve. C'est retrouver son visage dans le rêve, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile. Des reflets, on est soi-même acteur de son rêve. Bon, allez, j'entre pas plus là-dedans, mais cette question du travail du rêve, pour moi, est importante. C'est-à-dire, vous voyez, c'est simplement là, toujours, je m'en tiens à la méthode. La méthode, c'est se dire, il ne s'agit pas d'aller chercher plus le rêve pour en tirer des figures ou des images d'écriture. C'est simplement qu'à se renforcer dans nos pratiques de rêve, c'est-à-dire apprendre à agir dans l'intérieur de son rêve. Le rêve vous emmène quelque part. Bon, savoir qu'à un moment donné, dans les pratiques du rêve, vous pourrez apprendre progressivement à vous réveiller et agir dans cet espace du rêve. Et revenir ou pas. Ça, c'est d'autres questions, on laisse. Mais ce travail-là, en tant que tel, est-ce qu'il concerne directement l'écriture? Non. Est-ce qu'il est un travail là même où symboliquement naît la teneur, la voix, la chaleur, la couleur, le risque, l'angoisse ou la peur de l'écriture? Oui. Donc on le travaille. Et alors c'est des phases, peut-être c'est des phases qui sont en même temps que l'écriture, peut-être c'est simplement apprendre à être réceptif pour que le rêve vienne trouer des espaces, ou que simplement quand on se met au travail d'écrire, ça se passe un tout petit peu autrement. Alors maintenant pour l'écriture. Alors, le texte dont je me sers depuis plusieurs années, c'est un texte d'Henri Michaud qui n'est pas... 02-06-1996. J'ai acheté ce livre. Donc je faisais déjà des exercices, des ateliers d'écriture. Il est dans le Pléiade, évidemment. C'est cette période où Michaud, après le décès de Marie-Louise Ferdière, brûlée vive, c'est qu'il y a cette période où, pendant 4 ans environ, il y a l'essai des drogues plus ou moins contrôlées, avec Jean Delay tout d'abord, et puis de moins en moins contrôlées, ce qui nous fera Misérable miracle, Connaissance par les gouffres, L'infini turbulent. Et là, il y a cette période qui s'ouvre vers Strasbourg, où il intervient lui-même dans un établissement psychiatrique, avec une blouse blanche, faisant parler les patients de leurs dessins, ensuite pensant que si lui écrit sur les dessins, ça ira plus loin que ce qu'en disent les patients à propos de leurs dessins. Et c'est dans ce moment-là qu'il y a ce travail où lui, du coup, se réapproprie son univers de rêve en dehors
de l'ambiguïté de cette période. C'est la période d'un homme visionnaire. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, est-ce qu'on a des récits de rêve? Non. Vous verrez dans le petit récit. C'est des fragments. Rêver étant endormi. Est-ce avant tout voir des images et des scènes? Est-ce avoir affaire à du visible, de l'autre, de l'audible, pour moi, de tout temps, si j'accepte, etc. Je pense que c'est très clair dans les petits extraits là, que j'ai joints. L'homme de nuit en moi, qui est l'homme de nuit en vous. L'homme de nuit en moi n'a pas appris, ne sait toujours pas que ma situation a changé. En me réveillant le matin ou au cours de la nuit, le décalage est frappant entre l'individu que communément je suis de nuit et celui que je suis devenu le jour et qui fonctionne, vit, ressent, avec des façons et un style. C'est-à-dire que vous trouverez des passages où pourquoi dans les rêves je vois monochrome? Pourquoi certains rêves sont noirs et blancs? Alors évidemment, on peut analyser, c'est-à-dire la périphérie du cerveau qui analyse les bâtonnets rétiniens, la période, la zone amygdalienne du cerveau qui, elle, est monochrome comme celle de tous les animaux, même des animaux aussi développés que le chien ou le cheval, et que cette vision-là est beaucoup plus rapide. C'est celle qu'on utilise dans le réflexe, c'est celle qu'on... dans le geste réflexe, celle qu'on utilise quand il y a dédoublement de présent. Mais si on pense, ouais, c'est ça l'artifice de Michaud, dans le rideau des rêves. Si vous pensez dans cette suite de questions, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des archétypes, mais là on est plus loin que la question des archétypes. Est-ce que dans mes rêves, quels sont mes rêves monochromes et quels sont mes rêves où la couleur prend totalement le dessus? Et tout d'un coup, vous avez deux portes d'entrée et vous allez agripper un petit détail. L'image du monochrome, l'image de cette question de flottaison dans la couleur ou d'obsession ou d'appropriation de la couleur. Et il va y avoir deux petites choses qu'on va aller grappiller. Et ça, ces choses-là, à ce moment-là, peuvent concerner directement l'écriture parce qu'elles sont en amont de la narration. La question de la vitesse dans le rêve, mais c'est aussi la question de quels sont mes rêves d'animaux? Alors, c'est pas la question de dire écris-moi un rêve avec un animal. C'est que oui, chacun d'entre nous a rêve avec animal ou animaux au pluriel. Eh bien, si simplement je fais pas forcément liste ou inventaire, mais c'est toute petite bribe, la main qui va vers l'animal. Qu'est-ce que c'est l'animal même que j'aime? Eh bien, à ce moment-là, et pareil, rêve avec dents ou perte de dents. Et on aura gagné une petite bribe. Et ces bribes-là, on ne cherche pas à leur en donner plus. On ne cherche pas à faire un déploiement de récits, de textes. C'est simplement une collection qu'on va établir pour soi-même. Une collection qu'on pourra compléter à mesure, progressivement. C'est ce qu'ils font dans ce moment. Donc, par exemple... séance d'atelier d'écriture avec étudiants, ok, on fait le rêve, et puis ensuite on ira voir ailleurs. Si on est, moi, dans ce principe que je fais d'atelier individuel, accompagné, eh bien, on ouvre un petit espace, et cet espace, on va continuer à le développer, à le cultiver, avec une suite d'autres exercices comme ça, tout du long des 2 mois ou 3 mois dans lesquels on va pratiquer cet accompagnement. Évidemment, toujours aussi ce départ des archétypes les plus simples, les rêves de poursuite, les rêves de paralysie, les rêves où... prenez par exemple cette idée, qui est aussi un archétype. Rêve dans lequel ce que je vois me paraît bien plus réel que la réalité ordinaire. Je sais que je rêve, et pourtant, ce que je vois est forcément réel. C'est un archétype, mais il suffit de l'énoncer, ou nous de s'en souvenir, parce que Michaud se l'applique à lui-même, pour que on puisse retrouver, c'était quoi ce qu'on voyait cette fois où le rêve nous paraissait bien plus vrai que la réalité, ou en tout cas tellement dans cette présence du réel que ce n'était pas du rêve, et qu'on a été tellement surpris
lorsqu'on s'est réveillé. Prenez bien ces petits extraits-là de Michaud, Le Rideau des rêves, relisez-le dans le Pléiade si vous l'avez, ou si vous... Cette petite collection, je ne sais pas si on le trouve toujours. Je ne vais pas tout remémorer. Rêve avec de l'eau. Vous voyez, c'est que des choses extrêmement simples comme ça. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'aller recaser un récit de rêve? Non. Il s'agit de se concentrer pendant quelques jours sur dire comment je rêve. Est-ce que je peux porter plus d'attention pendant une période limitée à mes rêves? Cherchez par exemple sur le web les rêves de Leda, L-E-D-A. Vous écrivez les rêves de Leda dans votre barre URL et vous trouverez très très vite un blog qui, depuis quasiment 10 ans, une personne qui vit aujourd'hui dans les Cévennes, mais qu'on était pas mal à connaître déjà dans la région parisienne, qui tous les jours note un rêve. Et ainsi de suite. Il y a aussi, je pense, dans mon école d'art, il y avait un groupe Facebook qui était uniquement, ça s'appelait Rêves secrets au pluriel, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais donc, on écrivait anonymement, mais on essaie. Donc, oui, on ouvre un monde. On ouvre un monde, mais en pensant que il y a ça. C'est-à-dire, si vous êtes conscient de cette source, ce puits onirique sous ou dans l'écriture, eh bien, l'écriture, elle pourra qu'y gagner. Et là, vous, simplement, ne pas aller chercher récit de rêve, mais simplement multiplier ses approches, collectionner ses approches. Et Michaud peut être un très bon guide pour ça, pour que, à chacune de ces approches, les dents, l'eau, les animaux, la poursuite, le vol, le monochrome, qu'à chaque fois vous alliez chercher une bribe. J'ai oublié, rêves récurrents, etc. Enfin, tout ce qu'on a traversé très vite. Et ces bribes-là, on ne cherche pas à en faire plus. C'est juste une harmonique. C'est juste ouvrir dans l'espace intérieur qui est celui de nous écrivons. On aura juste complexifié, mis un peu plus résonnant, un peu plus secret, l'espace à partir duquel on écrit. Et ça, c'est indispensable. On n'y coupe pas.